Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un héros masqué dont le nom et la légende de Zorro est popularisé par le cinéma et la télévision, avec notamment le masque de Zorro, la série Zorro de Disney, mais derrière la légende il existe un véritable Zorro, en la personne de Joaquim Murrieta, le véritable personnage sur lequel repose la légende populaire de Zorro, qui se situe à l'époque de la domination espagnole jusqu'en 1821, alors que, en fait, les événements les plus connus de la vie de Joaquim se déroulent au milieu du 19e siècle, entre 1851 et 1853, jusqu'au moment où le Mexique vient de perdre la moitié de son territoire au profit des États-Unis. Joaquim avait plusieurs surnoms: El Zorro, El Coyote, El Bandido de la Montana. Vous voulez en savoir plus sur Zorro? Venez avec moi. Le chevaleresque justicier masqué de noir, le sergent Garcia, l'officier lourdeau, les missionnaires affables et des politiciens ou militaires corrompus et tyranniques, parfois comploteurs, souvent avides de richesses. Cette galerie de portraits reconstitue une part de la réalité de la Californie espagnole du début du 19e siècle. Les épisodes de la série reflètent aussi les partis pris de leurs créateurs, issus de conceptions partagées sur leur temps. La série est inspirée, sinon de faits réels, du moins de la connaissance qu'avaient de leur passé espagnol les Californiens du début du XXe siècle. Citoyens des États-Unis depuis que le Mexique leur cède l'État en 1848. Du fait de son histoire féconde en rebondissements politiques, la Californie du début du XIXe siècle offre un cadre particulièrement propice à la fiction, avec sa société de frontières aux personnages variés et hauts en couleur. Le feuilleton de Johnston McCullen s'inscrit aussi dans le cadre plus large du mouvement artistique et architectural du style renouveau colonial espagnol. Il valorise l'héritage espagnol de la région alors que la période mexicaine 1821-1848 y est évoquée comme une époque de décadence et de désordre. Si l'indépendance du Mexique en 1821 n'est jamais explicitement évoquée ni dans le feuilleton ni dans la série, ses conséquences sont bien présentes dans Zorro. Dès le premier épisode de la série de Disney, le capitaine du bateau qui ramène en 1820 le jeune Don Diego de la Vega en Californie, interrompant un séjour d'études en Espagne, l'avertit: les temps ont changé et ce n'est pas une bonne nouvelle. La tranquillité de la douce Californie pastorale est perturbée par l'arrivée de nouveaux gouvernants. Par la suite, la série met en scène des gouverneurs ou des commandants corrompus qui ne cherchent qu'à s'enrichir sur le dos de l'Église et des Amérindiens, maltraitant tous les Californiens qui résistent en cette forme de tyrannie. L'histoire raconte que Zorro, Don Diego de la Vega de son vrai nom, est né en 1794, fils de Don Alejandro de la Vega et de Maria de la Luz Gacciola. Après la mort de sa femme en 1805 et en raison de difficultés économiques, Don Alejandro de la Vega quitte El Fuerte pour la Haute-Californie en compagnie de son fils. Quelques années plus tard, les gens racontent les exploits d'un héros justicier en Haute-Californie, défenseur des pauvres contre l'oppression espagnole. Ce personnage se fait appeler El Zorro, mais personne ne suspecte Don Diego de la Vega, qui est connu pour son intelligence, son dégoût pour la violence et la politique, incarne ce personnage qui manie si bien l'épée. Zorro s'habille tout en noir, il est masqué, porte un chapeau noir et une cape, son fouet et son épée, dont il signe de la pointe un Z, qui veut dire Zorro. Le justicier masqué est toujours accompagné de son étalon noir du nom de Tornado et de Bernardo, son fidèle serviteur muet. Dans la série de Disney, son principal ennemi est le maladroit, simple et drôle sergent Garcia, personnage à l'opposé du commandant Monasterio, dont les personnages sont basés sur de véritables hommes, mais totalement différents dans la réalité. On considère souvent que l'histoire du vrai Zorro est celle du fondateur d'une organisation qui trafiquait des épices à la Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle. Cette organisation fut créée par un des précurseurs de l'indépendance du Mexique, William Laporte, irlandais de naissance, né en 1615. Après des études en Angleterre, il s'enfuit en Espagne à cause de son affinité avec le catholicisme et ses critiques contre la couronne anglaise. Mais après quelques années, il doit également fuir l'Espagne, où il est connu sous le nom de Guylaine Lombardo, suite à une affaire amoureuse avec la femme d'un marquis, et part pour le Mexique afin d'y travailler comme espion au service de l'Espagne. Lombardo est un homme cultivé et bien éduqué. Arrivé au Mexique, il est indigné par la façon dont les indigènes sont traités et va défendre leur cause et l'indépendance.
Dénoncé, il est capturé et envoyé en prison, d'où il s'échappe après 10 ans de captivité. Il part alors vivre avec les indigènes qui l'appellent Guillem de Lamparda, dérivé de la Porte et de Lombardo. Lombardo vit presque 10 ans dans l'anonymat et fonde une organisation appelée Los Hermanos de la Roja, dédiée au trafic de tabac dans la région de Veracruz et de vin en Basse et Haute-Californie. Avec l'argent du trafic et le soutien du peuple mexicain, Guillem Lombardo compte payer la révolte pour l'indépendance du Mexique. Cette organisation crée un code secret. Ses membres s'habillent tout en noir et portent un masque pour cacher leur identité. Lors de ces attaques, ils marquent leurs victimes avec la lettre Z, symbole du mot Ziza, qui provient de l'hébreu et qui veut dire splendeur. L'organisation protégeait les orphelins, les veuves, les jeunes filles et les pauvres. En 1652, Lombardo est surpris avec Donna Antonia Turcio, la femme du vice-roi Lope Diez de Hermandaris. Il fuit, mais peu de temps après, il est arrêté. L'Inquisition le condamne à être brûlé vif pour hérésie, et Lombardo meurt dans un acte de foi le 19 novembre 1659. L'organisation ne disparaît pas et continue de trafiquer des produits jusqu'à l'indépendance du Mexique. Le dernier Zorro sera Don Diego de la Vega, qui adhère à cette organisation en 1815. Le motif de la résistance est récurrent dans les productions. Il permet de transmettre au public une histoire rassurante et de mettre en avant les valeurs défendues par les États-Unis. La défense de la liberté contre la tyrannie et le désir de l'exporter au reste du monde. En même temps, cette vision des choses renvoie au regret américain de ne plus avoir, en ce début de XXe siècle, de frontières intérieures à conquérir et donc de lieux où puissent s'épanouir des pionniers au caractère individualiste et courageux, et prêts à se confronter à la sauvagerie. D'une certaine manière, Zorro, en espagnol le renard, et ceux qui résistent à ses côtés à la domination des commandants espagnols, montrent a posteriori que les Californiens étaient dignes de devenir américains, légitimant au passage l'annexion de la Californie après la guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1846-1848. Zorro renvoie aussi à la vision négative que les États-Unis avaient de l'évolution politique du Mexique, réputée instable depuis son indépendance en 1821. Les années 1910 sont encore celles de la révolution mexicaine, née du mouvement d'opposition aux dirigeants autoritaires Porfirio Díaz et des violences politiques qui s'ensuivent. De plus, les désordres mexicains ont des conséquences directes sur les États-Unis, puisqu'un certain nombre de Mexicains fuient leur pays pour travailler aux États-Unis. Souvent comme ouvriers agricoles, des bandes armées franchissent aussi la frontière, semant la panique, comme celle de Francisco Pancho Villa en mars 1916. Selon la version la plus fiable sur son origine, Joaquim Murrieta, dans certaines sources, son nom de famille est changé en Carrillo, baptisé entre 1824 et 1830 dans la ville d'Alamos, état de Sonora au Mexique. Alors qu'il est encore jeune, il se marie et immigre avec sa femme en Californie en 1848. Ce vaste territoire et d'autres qui lui sont adjacents ont été mexicains jusqu'en 1847 et qui sont devenus américains après l'invasion et la conquête du nord-ouest du Mexique. Après la signature du traité de Guadalupe Hidalgo, le 2 février 1848, une population d'environ 75 000 Mexicains a commencé à subir les conséquences désastreuses de devenir soudainement des étrangers dans leur propre pays. C'est l'époque de la fièvre de l'or et Joaquim Murrieta atteint une prospérité moyenne, ainsi que des centaines d'autres immigrants. Cependant, en 1850, les mineurs anglo-saxons ont fait pression sur le gouvernement californien à Sacramento pour qu'ils adoptent une série de lois discriminatoires visant à déposséder les petits et grands propriétaires terriens mexicains par des moyens légaux et illégaux. Face à cette injustice, de nombreux mineurs mexicains sont devenus des bandits. L'une des victimes est Joaquim Murrieta, dont la terre a été volée et dont la femme a été violée et assassinée. Un jour, alors qu'il se rendait sur la propriété de son frère Murrieta, a rencontré un bandit, Jack Three Fingers, qui volait et tuait dans la région pour le plaisir de la vengeance. Cependant, Murrieta refuse de faire cause commune avec lui, car il ne cherche qu'à se venger personnellement. Dans une sorte de grotte, il trouve l'un de ceux qui ont cambriolé sa maison et violé sa femme, le défie et le tue.
Le bandit, qui a assisté à la scène, garde l'argent. Peu après, Murrieta est capturé et lynché publiquement par un groupe d'Américains pour se venger. Il ne meurt pas. Jack Three Fingers le ramasse, le guérit et finit par être le chef du petit groupe de bandits qui terrorise les vallées de San Joaquim et de Sacramento. Mais même avec Murrieta, les bandits errent sans programme. Ainsi commence la légende romantique qui dit qu'une nuit Murrieta agresse et commence à voler non plus les Américains, mais un groupe de riches propriétaires terriens mexicains qui tiennent une réunion pour voir comment défendre leurs terres, qui répandent la rumeur de la grande richesse de ces propriétaires parmi les Mexicains de la classe inférieure, afin qu'ils les dépouillent et les tuent. Et ainsi, ils revendiquent et usurpent la terre. Dans l'une des jeunes femmes agressées, Murrieta a reconnu la fille d'un ancien employeur. La jeune femme lui explique que les propriétaires terriens sont autant victimes de la nouvelle situation que eux, que tous les Mexicains sont harcelés, qu'ils soient riches ou pauvres. Elle lui demande de ne pas agresser les propriétaires terriens mexicains, car seule l'union de tous les Mexicains les rendra assez forts pour s'opposer à l'oppression américaine. La jeune femme, qui a eu une certaine déception, a été dépossédée de ses terres, rejoint le parti de Murrieta et finit par le convaincre qu'ils doivent se battre pour les Mexicains. Le gouverneur de Californie a offert une récompense pour la capture mort ou vive de Murrieta et de son lieutenant Jack Three Fingers. Le 25 juillet 1853, le chef de la nouvelle force de police de Californie, Harry Love, un ancien membre des Texas Rangers, est devenu célèbre pour avoir prétendument tué le célèbre bandit et avoir gardé la tête d'un Mexicain à l'intérieur d'une bouteille d'alcool pour l'exposer dans des foires, prétendant que c'était celle de Murrieta. La tête présumée de Murrieta a été perdue lors du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Cependant, les assauts se poursuivent. Beaucoup d'entre eux étaient perpétrés par d'autres hors-la-loi, mais attribués à Murrieta, qui serait retourné à Sonora en compagnie de son beau-frère, Jesus Félix, où il se livrait au commerce de chevaux sauvages entre Sonora et Veracruz. Mais le plus curieux est une lettre publiée en 1875 dans le journal Herald de San Francisco, écrite, paraît-il, par le même Joaquim Murrieta, qui affirmait que je conserve encore ma tête. Il est mort entre la fin des années 1870 et 1890 et a probablement été enterré dans la ville de Corscupe, Sonora. En réalité, la légende de Joaquim Murrieta commence à prendre forme avec le roman Vie et aventure de Joaquim Murrieta, le célèbre bandit de Californie, écrit par le journaliste Yellow Bird, pseudonyme de John Rollin Ridge, publié à l'origine en 1854, l'année de sa mort supposée. 5 ans plus tard, une autre version plus longue a été publiée, presque toutes les versions ultérieures, qui ajoutent ou modifient certains épisodes de la vie déjà légendaire de Zorro, dit Joaquim Murrieta, publiés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, sont basés sur l'édition de 1859. Bien que nous ne sachions pas qui en est l'auteur, il est très évident qu'il s'est inspiré du précédent livre de Ridge. 2 ouvrages fondamentaux ont été publiés au XXe siècle, Le Robin des Bois d'Eldorado, la saga de Joaquim Murrieta, publié par Walter Noble Burns et publié en 1932, et Joaquim Murrieta El Patrio, écrit par le Mexicain Manuel Rojas et publié en 1988. La légende de Zorro est née. Mais 2 personnages réels ont permis la naissance du vrai Zorro, Don Diego de la Vega et Joaquim Murrieta. On retrouve la figure de Zorro dans d'innombrables œuvres et adaptations, dont la liste est si longue qu'il serait fastidieux de tous les décrire. Je vous ai sélectionné les plus connus et pertinents. La collection idéale bibliothèque des éditions Hachette en 1971, on a Zorro qui arrive. Zorro et les pirates de 1986. Le retour de Zorro en 1973, Zorro et le sergent Garcia. Au cinéma, l'aventure de Zorro débute en 1920 avec le signe de Zorro. Mais les 2 œuvres magistrales sont, en 1998, Le Masque de Zorro, de Martin Campbell avec Anthony Hopkins, Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, et en 2005, sa suite, La Légende de Zorro. En série télé qui a popularisé le personnage de Zorro est bien entendu celle de Walt Disney, de 1957 à 1961, où l'on peut suivre les aventures de Don Diego de la Vega.
En 1964, Henri Salvador sort Zorro est arrivé, chanson parodique, sur la face B d'un disque 45 tours du label Rigolo. La figure de Zorro est également adaptée en jeu vidéo, le dernier en date est les Chroniques de Zorro. Comme on l'a vu, avant qu'elle ne devienne en 1821 la province d'un Mexique tout juste indépendant, la Californie n'était que la lointaine périphérie de l'Empire espagnol. C'est dans ce décor que se déroulent les aventures de la série Zorro, née à Los Angeles en 1919, sous forme de feuilleton dans un magazine bon marché, et adaptée au cinéma puis à la télévision par Walt Disney dans les années 1950, passant le personnage et la légende de Zorro à la postérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.